Saga Storyfy présente La Décatombe, un roman policier écrit par Fred Roigoun, lu par Olivier Lovero. Ce livre est dédié au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. Chapitre 1. Ça devait être une belle journée, une de celles que l'on n'oublie pas. À l'occasion de leur mariage, Manon et Sylvain auront le plaisir de vous recevoir à un dîner suivi d'une soirée dansante au domaine de l'Orangerie à Vernoux en Vivarais. Manon Lavandier et Sylvain Adhémar, 178 rue Gay-Lussac, 75 005 Paris. Merci de confirmer votre présence avant le 15 mai. Le capitaine Dreyfus relut pour la 3e fois le carton d'invitation qu'un invité avait laissé sur une table, le verso posé sur une coupe de champagne éventée. Il glissa le Bristol dans sa poche, regarda autour de lui. Un autre convive avait oublié son veston pendu au dos d'une chaise. Ça et là, des pochons garnis de dragées ornaient les nappes blanches de taches multicolores. Il en confisqua un pour plus tard. Un peu de sucre ne lui ferait pas de mal. L'état de la salle de réception illustrait une fin de soirée agitée. À 7 heures de la matinée, au lieu d'une place nette, il régnait un désordre angoissant. L'événement de la nuit avait sans nul doute modifié l'ordonnancement habituel. Attiré par un bruissement mécanisé, l'enquêteur leva la tête. Une boule à facettes projetait des milliers d'étoiles éphémères sur la piste de danse. La musique s'était définitivement tue. Une petite fille de 9 ans s'était volatilisée. Une petite fille au doux nom de Satine. Elle jouait en toute innocence avec ses cousins et camarades de jeu lorsqu'elle avait disparu. L'heure aurait pu en choquer plus d'un, mais pas le capitaine. Quel parent n'a jamais assoupli les règles lors de circonstances exceptionnelles comme une fête de mariage? Certainement pas lui, papa de 3 enfants. Appelé sans délai dans la nuit, ses collègues de la brigade de proximité de Lamastre avaient recueilli les premières informations, les fameux témoignages à chaud, tellement importants pour la suite d'une investigation. Au petit matin, la fillette étant toujours introuvable, les militaires avaient prévenu le procureur de la République qui, sans attendre, avait ouvert immédiatement une procédure pour disparition inquiétante de personnes mineures et saisi la section de recherche de Grenoble. L'évanouissement dans la nature d'une petite fille ne se prenait pas à la légère. Le capitaine Nathan Dreyfus, officier de permanence dans ladite section, avait été contacté par ces opérations et envoyé illico sur place, gâchant un dimanche qu'il s'apprêtait à passer en famille. Sarah, sa femme, manifestait depuis un certain temps une grande lassitude. Les appels intempestifs, dont elle s'était habituée au cours de leurs 12 années de mariage, déclenchaient à présent des colères inexplicables. La perspective de s'occuper seule des enfants ne l'enchantait plus. Les reproches liés aux absences de son mari devenaient de plus en plus fréquents. Si Nathan ne réagissait pas, il risquait le divorce. Il ne serait ni le premier ni le dernier gendarme à subir le départ prématuré de son épouse. La vie en caserne, bien qu'ayant de nombreux avantages, possédait aussi ses limites, et là, la mère de famille les avait atteintes. En chemin, il avait étudié les éléments que ses collègues lui avaient envoyés. Une fin de soirée qui tourne mal. Combien de fois avait-il été appelé lorsqu'il travaillait en brigade territoriale pour des excès de boissons en tout genre? Mais là, son instinct, forgé par des années en section de recherche, lui dictait la prudence. L'affaire dépassait largement la simple bagarre à la sortie d'une discothèque. L'enfant avait disparu vers 3 heures du matin sans que personne ne s'en aperçoive. Pas de témoin, pas d'indice. Satine Mallard s'était littéralement volatilisée. Les proches avaient donné l'alerte sans tarder, et tous les convives encore présents s'étaient lancés à sa recherche. Fouillant le moindre recoin du domaine, une superbe bâtisse de maître aménagée pour les grands événements, sans résultat.
L'arrivée des gendarmes avait apporté un peu de discipline dans le désordre ambiant. Tous les participants avaient commencé à être interrogés. Ceux qui avaient quitté la fête avaient tous été joints par téléphone. Rien. « Nathan, les parents de la petite Satine t'attendent », annonça le lieutenant Olivier Apaya, l'adjoint du capitaine, arrivé un peu plus tôt sur le site. « 5 minutes, Olivier, merci. » Nathan se retourna. Il embrassa la salle de réception pour une dernière vue d'ensemble. Les décorations de tissu orangé pendaient au mur, tristes oriflammes qui rappelaient les prénoms des jeunes mariés. Des abeilles butinaient les restes de pièces montées. Qu'avait-il bien pu se passer? Où donc était partie cette petite? L'officier avait besoin de s'imprégner de l'atmosphère des lieux. Un phénomène physique incompréhensible s'emparait de lui. Son flair augmentait. Sa mémoire photographique enregistrait les détails. Pour cette raison, il n'écourtait jamais ses moments d'immersion sur les scènes de crime. Sa curiosité assouvie, il sortit dans la cour. Le soleil de cette fin d'été poursuivait son ascension. Encore une journée écrasante de chaleur, se dit-il, en saluant machinalement des collègues d'autres unités. Il pénétra dans une annexe que son second avait investie comme poste de commandement. Il reconnut là le caractère pragmatique d'Olivier. Il s'agissait de l'administration du domaine. Le lieutenant avait rassemblé 2 tables sur lesquelles il avait déroulé des cartes d'état-major. « Olivier, collecte au plus vite toutes les photos et les vidéos prises lors de la soirée. »« C'est en cours. J'ai confié cette tâche aux gendarmes de brigade. Tous nos hommes sont occupés à recueillir les témoignages. On a récupéré les listes d'invités. »« Ça fait du monde. On ne sera jamais assez nombreux. La BRI du Teil est montée en renfort. Les convives qui ne sont pas en audition participent encore aux recherches. » Nathan étudia la topographie des environs où une enfant aurait pu s'aventurer en jouant. Une rivière, un plan d'eau, une falaise, tout emplacement susceptible d'emprisonner une gamine de 9 ans. Il devinait qu'Olivier s'en était chargé. Son second possédait une rigueur de notaire. Mais Nathan ne pouvait pas s'en empêcher. 4 yeux valent mieux que 2, avait-il l'habitude de dire en guise d'excuse. Heureusement, Olivier, de nature facile, ne s'en offusquait jamais. « Je vais demander des renforts », annonça Nathan. « Il faut qu'on agrandisse le périmètre des opérations. L'hélico devrait arriver dans la matinée. Les parents? Des problèmes de couple? » « Non, je ne pense pas. Tu le verras par toi-même. Ils sont encore là. Les Malards sont des médecins très estimés dans la région. Ils dirigent une maison de santé rurale. Passons-les quand même au fichier, on ne sait jamais. Je ne te fais pas un topo, on ne doit pas traîner. On sort le grand jeu. On cible tous les invités ainsi que le personnel, les extras, les voisins. On isole les anciens pervers qui ont eu affaire à la justice. On fait peut-être fausse route, mais au cas où, ça sera toujours ça de gagner. D'accord, j'appelle la section. On va nous maudire. Un si beau dimanche. Au fait, comment ça s'est passé avec Sarah? C'est de plus en plus dur, je ne te le cache pas. Tu n'as pas ces problèmes, toi, le célibataire endurci. Parfois, je t'envie. Le capitaine tentait d'enfouir ses tracas, mais l'idée d'une demande de mutation pour convenance personnelle remonta à la surface. Originaire de l'Est de la France, sa femme désirait à présent se rapprocher de sa famille. Elle en avait assez de Grenoble. Les efforts devaient changer de camp, répétait-elle de façon régulière. Nathan, pour gagner quelques mois supplémentaires, rétorquait qu'il attendait le moment opportun pour transmettre sa requête. Il adorait son travail d'enquêteur. Partir ailleurs ne lui garantissait pas un poste équivalent. Malheureusement, ce stratagème grignotait les dernières forces de Sarah. Sa femme était au bout du rouleau. Cette fois, l'enquête où sa hiérarchie l'envoyait se trouvait à plus de 100 kilomètres de son domicile. Il était sincèrement désolé. Mais une gamine de 9 ans manquait à l'appel, et son job consistait à la retrouver. « Bon, où sont les parents ?»« Dans un salon mis à notre disposition par les proprios. » Nathan entra dans la pièce que son adjoint lui indiqua. Un groupe encore en habit de cérémonie discutait à voix basse. Le capitaine repéra sans équivoque la famille de la petite disparue.
L'inquiétude est un mal qui ronge plus profond qu'un cancer, constata-t-il une fois de plus, à force de côtoyer les proches des victimes. Il se présenta, écarta avec diplomatie les accompagnants et demanda au père, un grand gaillard chauve, de lui raconter le déroulé de la soirée. Les enfants avaient été gardés par une baby-sitter jusqu'à 1h30, à la suite de quoi, la fête battant son plein, les gosses s'étaient disséminés aux alentours pour jouer, à l'exception de quelques-uns qui s'étaient endormis sur des canapés. Il n'y avait aucun risque, insista-t-il, aucune raison de s'inquiéter. Nathan laissa échapper une grimace. Combien de fois avait-il entendu ce discours après un drame ? Lui savait qu'il y avait toujours des raisons de s'inquiéter. « Pourriez-vous nous transmettre des photos de votre fille ?» demanda-t-il quand il eut terminé son récit. « C'est déjà fait. J'ai donné à vos collègues celle que je possédais sur mon smartphone. Pourriez-vous me parler d'elle ? Quel type d'enfant est-elle ? Turbulente ? Aventureuse ? » « C'est une enfant normale, » répondit la mère, une quadragénaire élégante qu'un masque d'inquiétude défigurait. « Elle n'est ni plus ni moins qu'une petite fille de son âge. Si vous pensez qu'elle a fugué, vous faites fausse route. »« Je ne pense rien pour l'instant, madame. Je recueille les informations, c'est tout. » Caroline Mallard baissa les yeux. Elle poursuivit sur un ton plus bas. « Elle et sa sœur étaient tellement heureuses de jouer avec leur cousin. »« Sa sœur ?»« Oui, sa jumelle, Gradiella. » Nathan nota le nom dans son carnet. « Quand j'ai vu Satine pour la dernière fois, dit la maman, elle ne souhaitait pas dormir. Gradiella et elle étaient très excitées. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus vigilante. Mon Dieu. » Ces mots se perdirent dans un sanglot. Son mari saisit sa main pour la soutenir. Lui aussi retenait ses larmes. « On va tout faire pour la retrouver, madame. Vous pouvez compter sur nous. Votre aide nous sera précieuse. Pour cela, il faudra répondre à nos questions, même les plus dérangeantes. Comprenez que nous devrons fermer toutes les portes. C'est la procédure. » Le couple acquiesça d'un mouvement de tête. Satine aurait-elle eu, selon vous, une raison de vouloir s'enfuir, de disparaître ? Une dispute ? Un gros chagrin ? Quelque chose de ce genre ? Non, assura le père. Elle s'entend bien avec tout le monde. C'est une petite fille enjouée qui adore sa jumelle, sa famille. Où était Gradiella ? L'avez-vous interrogée ? Oui, bien sûr, continua-t-il sans lâcher sa femme. Gradiella était par là. Elle jouait avec les autres. Elle n'a rien remarqué d'anormal. Elle pensait que sa sœur avait arrêté la partie parce qu'elle était fatiguée. Était-elle habillée pareil ? Oui, c'était les demoiselles d'honneur. Elles portaient la même robe jaune clair. À quelle heure avez-vous vu Satine pour la dernière fois, madame ? Je vous l'ai dit, un peu après 1h30. Ça devait être au maximum 1h45. Je l'ai aperçue qui riait dans le hall d'entrée. Elle n'avait pas l'air de vouloir s'enfuir, croyez-moi. Le gendarme observa des photos que le docteur Mallard lui présenta. Elles ont été prises un peu plus tôt à l'apéritif. Voilà mes deux amours. Satine est celle qui tient un doudou. Malgré ses 9 ans, elle aime bien emmener son vieux compagnon. Nathan s'imprégna du visage des deux jumelles. 2 petites blondinettes pleines de vie, souriantes, belles à croquer. Malheureusement, de véritables proies pour un éventuel prédateur. Lorsque vous l'avez vue pour la dernière fois, cela aurait pu être Gradiella ? La mère sembla surprise. Elle réfléchit un instant. Pour être honnête, oui. Il m'arrive encore de me tromper à cette distance. J'avais habillé et coiffé mes filles de la même manière pour accentuer leur gémilité. Cela ne va pas nous aider. Avez-vous interrogé les enfants ? Sont-ils sortis du domaine ? Poursuivit-il. Non. Ils ont traîné un peu partout à l'extérieur. Mais nous assurent qu'ils n'ont pas été plus loin que l'extrémité de la propriété. Nathan se leva pour regarder par la fenêtre. Le jardin, véritable écrin de verdure, protégeait les convives des curieux. Des rochers de granit délimitaient les allées bordées de plantes vivaces. L'officier enquêteur reconnut un micoucoulier et un laurier-thym.
Un paradis pour qui veut jouer à cache-cache. Il aperçut distinctement les limites du lieu, un haut grillage caché par des bosquets de buis. Il était peu probable qu'une enfant de 9 ans se soit éloignée sans raison au-delà de cette muraille. Lorsque vous l'avez vue pour la dernière fois, vous a-t-elle fait état d'une rencontre avec un adulte, d'une personne inhabituelle, d'un événement bizarre? Les parents se regardèrent. La fatigue commençait à altérer leurs réflexions. Non, je ne me souviens de rien, je ne crois pas, poursuivit la mère. Nathan jaugea qu'il valait mieux raccourcir l'entrevue. Il n'en tirerait rien de bon. J'aimerais parler à Gradiella. Où est-elle? Une amie l'a amenée pour dormir un peu. Ce n'est pas urgent. Je l'entendrai quand nous enregistrerons votre déposition. Vous devriez aller vous reposer. Nous prenons l'affaire en main. Je vous appellerai dès que nous aurons du nouveau. Ah, une dernière chose. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'un kidnapping. Vous êtes un couple en vue dans la région. Vous pourriez attirer les convoitises, voire inimité ou jalousie. Je vous prie de réfléchir à tout ça. On reviendra vers vous pour passer en revue tous les détails. On aura besoin que vous soyez en forme. En attendant, vos téléphones seront mis sur écoute au cas où une demande de rançon vous parvienne. Les parents se regardèrent. La peur se lisait sur leur visage. Ils s'enfonçaient dans un cauchemar irréversible. « Pourquoi ne lancez-vous pas l'alerte enlèvement ?» demanda le père de Satine. « Parce que l'enlèvement doit être démontré. Cette procédure répond à des critères bien précis et ne peut être déclenchée que par le procureur de la République. Une disparition inquiétante a été signalée au parquet. Il engagera tous les moyens possibles pour retrouver votre fille. » Nathan enregistra leur numéro de portable et rejoignit le poste de commandement. Les premières synthèses des témoignages arrivaient. « Alors ?» questionna Olivier. « Comment ça s'est passé ?» Ils sont incapables de raisonner, trop fatigués. La soirée a dû être pas mal arrosée. Je leur ai suggéré de rentrer chez eux. Pas sûr qu'ils obtempèrent. Je me mets à leur place. Tu as du nouveau ? En ce qui concerne la petite Satine, rien. En revanche, j'ai quelque chose sur les invités. Il y avait une célébrité parmi eux. Paul-André Lechat, l'écrivain. L'académicien ? C'est un enfant du pays et accessoirement le meilleur ami du père du marié qui n'est autre que François Adhémar, le député. Merde. Un politique et une star. Il ne manquait plus que ça. Dès que les journalistes l'apprendront. J'en ai déjà vu un fouiner dans le coin. Si on ne trouve pas rapidement la petite, ils vont vite déferler. On ne peut pas les empêcher de faire leur boulot, Olivier. Et puis, n'oublie pas qu'on pourrait avoir besoin d'eux. Nathan pointa une bouteille thermos. C'est du café ? Oui, offert par la maison. Nathan attrapa un gobelet. Un petit noir, Olivier ? Le gendarme leva les yeux sur son supérieur. Cette blague commence à être éculée, patron, répondit Olivier, en accentuant l'accent africain. Le lieutenant Apaya était fier de ses origines rwandaises. Les deux policiers sourirent. La tension ne cessait d'augmenter. Cette parenthèse leur fit du bien. Une jeune femme vêtue d'un ensemble pantalon-chemisier léger se présenta à eux. La maréchale des logis-chefs Marion Lachaume, comme tous ses collègues de la section de recherche, travaillait en civil. Seul un brassard gendarmerie indiquait aux curieux qu'elle faisait partie de la maison. Arrivée récemment à l'unité, elle salua son chef avec respect. « Un peu de café, Marion ?»« Non, merci, mon capitaine. Nous poursuivons l'enquête de voisinage. Pour l'instant, ça n'a rien donné. » Le gardien qui vit à l'entrée du domaine n'a rien noté d'anormal. Les mariages donnent lieu à beaucoup de va-et-vient, du coup, il n'a pas fait attention à qui rentrait ou sortait. J'ai fait le point sur le personnel avec les propriétaires. À l'heure estimée de la disparition, il ne restait que 2 extras pour le service boisson et le disque jockey à la sono. Eux terminaient le nettoyage de la cuisine. C'est la première fois qu'un tel drame leur arrive en 10 ans d'existence. L'endroit est un peu isolé, certes, mais très sûr selon eux. Le site est aux normes de sécurité pour recevoir du public. L'accident est peu probable.
Cette gosse est bien passée quelque part, que diable ?» s'emporta Nathan. Il y a forcément quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. Avant que la mémoire des parents ne s'efface, j'exige tous les noms des mômes qui ont participé à la partie de cache-cache. L'un d'eux a peut-être remarqué quelque chose. Marion, on doit les interroger ASAP. Mais allez-y en douceur. Ce sont des enfants tout de même. La jeune gendarme acquiesça avec un enthousiasme non fin. C'était sa première disparition. Elle quitta l'annexe à grandes enjambées sous le regard de ses chefs. « Très bien, la petite dernière », murmura Nathan en guettant la réaction de son second. Olivier était attiré par la jante féminine, comme un loup pouvait l'être d'un mouton un soir de disette. L'arrivée de cette belle enquêtrice ne pouvait pas le laisser indifférent. « Olivier, envoie quelqu'un chercher la baby-sitter. Je veux lui parler. » « Où en sont les réquisitions pour le bornage des téléphones ? » ?»« J'étais sur le point de le faire. » « Le grand jeu, je t'ai dit. Je ne la sens pas, cette affaire. » La journée passa trop vite au goût du capitaine. Il n'aimait pas rentrer bredouille après plusieurs heures d'enquête, surtout en matière de disparition d'enfants. Pourtant, l'aide arrivait de toutes parts. Les environs ressemblaient à une ruche. Des gendarmes du centre départemental du Teil avaient été déployés en renfort de la brigade de recherche déjà sur les lieux. Les pompiers volontaires avaient été sollicités. Une majeure partie des habitants, abasourdis par la nouvelle qui s'était répandue comme un feu de paille, avaient offert spontanément leur assistance. On pouvait apercevoir çà et là des groupes portant des gilets fluorescents battre la campagne, soulever le moindre caillou, ausculter le moindre taillis. Si la môme se trouvait dans les parages, elle ne pourrait pas leur échapper. La procureure de la République de l'Ardèche avait appelé Nathan dans l'après-midi. Au vu des derniers éléments, la disparition inquiétante s'était transformée en enquête préliminaire pour enlèvement. La hiérarchie prenait l'affaire très au sérieux. La présence de notables parmi les invités comptait sûrement pour quelque chose. Les équipes obtinrent le soutien d'un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. L'engin survola la région pendant 2 heures, sans succès. La technologie embarquée lui permettait de détecter un corps caché sous des branchages, à condition que ce dernier ait dégagé une chaleur suffisante, bien entendu. Un cadavre froid resterait sans effet. À ce stade, personne n'osait imaginer le pire, sauf Nathan, que des années de terrain avaient rendu un brin pessimiste. Les gendarmes allaient devoir travailler jusqu'à la nuit, soit vers 21h en cette saison. Le capitaine effaça l'espoir de rentrer chez lui. La découverte de l'enfant aurait bien arrangé ses affaires. Les problèmes avec Sarah commençaient à prendre un peu trop d'ampleur. L'enquête risquait d'en pâtir. Il tenta de s'enlever de la tête une issue dramatique. Papa d'une petite fille du même âge, il n'avait pas le droit de penser à ce genre de choses. Comment pourrait-il motiver ses hommes s'il ne croyait pas lui-même aux chances de survie de Satine ? Il appellerait sa femme avant le dîner. Elle lui chanterait sûrement la même rengaine. Elle devait comprendre, bon Dieu. Il fut dérangé dans ses pensées par les Mallard. Gradiella, la jumelle, les accompagnait. En la voyant, Nathan se reprocha immédiatement ses idées morbides. Les affaires criminelles concernant des enfants affectaient tous les enquêteurs, surtout lorsqu'ils étaient eux-mêmes parents. Gradiella tentait de cacher ses yeux rougis de larmes derrière une opulente chevelure blonde. Elle avait perçu la gravité des événements en découvrant tous les moyens déployés pour retrouver sa sœur. Son regard n'arrivait pas à s'accrocher sur quelqu'un ou quelque chose. Elle ressemblait à un oiseau tombé du nid. Elle tenait dans sa main une poupée de chiffon. Nathan mena la famille au salon afin qu'elle se sente plus à l'aise, éloignée des cartes et des innombrables notes qui commençaient à s'entasser sur les tables du poste de commandement. Gradiella s'installa entre ses parents sur un canapé. « Répète aux gendarmes ce que tu nous as dit tout à l'heure », lui demanda son père. Gradiella regarda sa mère, qui l'encouragea d'un signe de tête. « Il y avait un monsieur qui nous a fait des cadeaux. »« Des cadeaux ?
Oui, des livres. Il est venu nous voir quand on était avec la baby-sitter. Il nous a beaucoup parlé. Il nous a demandé ce qu'on aimait comme histoire. Et puis il est revenu avec un sac plein de livres. Et que vous a-t-il demandé en échange? Oh, rien. Juste un bisou pour lui dire merci. Nathan croisa le regard des parents. L'information n'était pas anodine. Comment était-il, ce monsieur? Il était gentil. Il avait des cheveux orange. Tu veux dire qu'il était roux? Oui, comme Vianney, mon copain de l'école. La maman opina du chef, Vianney est surnommé Poil de Carotte. précisa-t-elle. Tu sais comment il s'appelle, ce monsieur? Poursuivit Nathan. Non, je ne m'en souviens pas. Tu pourrais le reconnaître? Oui, je crois. Rien d'autre? Ce monsieur, tu ne l'aurais pas vu s'enfermer avec un enfant? Partir avec Satine? Non. Il est venu plusieurs fois nous demander si on aimait ses livres. Nathan nota les détails sur son carnet. Lorsqu'il n'y eut plus rien à tirer de la petite jumelle, Nathan quitta les Malards. Il les pria de rester dans les environs. Quelqu'un devait enregistrer leur déposition sur procès-verbal. Ses collègues devraient organiser un tapissage des invités. Le gentil monsieur allait vite être repéré grâce aux photos récupérées. Lorsqu'il arriva au PC, le responsable de l'équipe cynophile commençait son rapport. L'état de ces rangers trahissait des kilomètres effectués en pleine nature. Son berger allemand se tenait allongé à ses pieds, les pattes recouvertes de la même poussière terreuse. Contact positif, affirmait le militaire. L'animal avait trouvé l'odeur de la petite. Sa trace, malheureusement, se terminait sur le parking. Mince, ce n'est pas très bon signe, lâcha Olivier. Non, en effet. Parking intérieur ou extérieur? Poursuivit Nathan. Intérieur, mon capitaine, Répondit le maître chien. celui attenant à la bâtisse. Mes équipages ont fait le tour de la propriété. Les chiens ont eu un premier contact olfactif dans le jardin. Le militaire indiqua sur la carte le secteur où l'odeur de l'enfant avait été détectée. C'est un peu à l'écart de la fête, constata Nathan. N'importe qui aurait pu la faire monter dans une voiture sans que personne le remarque. Olivier, je veux que tu centralises toutes les photos prises sur ce parking. Il faut recenser toutes les bagnoles qui s'y trouvaient, bloquer l'accès des lieux avec du rubalise et ratisser la zone. Y a-t-il des caméras? Non, tu penses, cela aurait été trop facile, répondit Olivier. Une fourgonnette de gendarmerie se gara à côté d'eux. Marion Lachaume en sortit, accompagnée de la baby-sitter qu'elle installa dans une pièce attenante. Nathan se présenta sans attendre et commença l'audition. La jeune fille de 18 ans, prénommée Bérangère, suivait des études d'infirmière. Elle indiqua qu'elle gagnait un peu d'argent en gardant régulièrement des enfants. Très impressionnée par l'enquêteur qui ne faisait rien pour la mettre à l'aise, contrairement à la gendarme qui était venue la chercher, elle confirma les dires de Gradiella. Un homme avait bien passé du temps avec ses petits protégés. « Vous n'avez pas trouvé ça anormal ?» insista-t-il. « Vous n'avez pas eu l'idée d'en informer des parents ?» Eh bien non, c'était un invité. Il faisait des allers-retours dans la salle de bal. Il avait l'air de connaître tout le monde. En plus, il nous a offert des livres de sa boutique. Il m'a dit qu'il était libraire à Paris. Je n'allais tout de même pas lui demander ses papiers d'identité. La petite avait de la répartie. Elle faisait preuve de beaucoup de maturité. Elle quémanda du regard un peu d'aide auprès de Marion, qui resta de marbre. Nathan nota l'information. Il changea de ton. Ça ne servait à rien de traumatiser le témoin. Il lui présenta des photos prises au cours de la soirée qu'il avait au préalable transférées sur sa tablette. Bérangère se concentra sur les images. Soudain, elle désigna un individu. « C'est lui, je le reconnais. » Nathan zooma et enregistra le visage dans la seconde, opération qu'il réitéra chaque fois que l'homme apparaissait. Lorsque tous les clichés furent passés au crible, Nathan laissa Marion taper la déposition.
Il revint vers Olivier et lui montra les photos. Enfin une piste sérieuse. En plus, le type avait la gueule de l'emploi. Olivier admit que certaines personnes portaient la culpabilité sur leur visage. Leur suspect possédait des cheveux filasses, d'un roux orangé. Son regard fuyant, ses lèvres fines, ne donnaient pas envie d'entamer la conversation. Ils concentrèrent immédiatement leurs investigations sur le bonhomme. Le marié, Sylvain Adhémar, rôde dans les parages. Il veut nous rencontrer pour prendre des nouvelles, annonça Olivier. On va pouvoir lui demander qui est ce Gugus. Ah, il tombe bien. Allons-y. Les enquêteurs trouvèrent le jeune homme en grande discussion avec les parents de Satine. À l'entendre, il leur assurait tout le soutien de sa famille dans cette terrible épreuve. Il garantissait que son député de père utiliserait tous ses pouvoirs pour déclencher le maximum de moyens dans les recherches. Nathan se présenta à lui et l'invita à les rejoindre à l'extérieur. Les deux gendarmes s'éloignèrent à bonne distance avant d'engager la conversation. Très vite, ils eurent la certitude que la réputation du père du marié l'importait tout autant que le sort de la petite Satine. L'information de la disparition continuait à se répandre. France Bleu Drôme-Ardèche, la radio locale, avait même débuté son journal là-dessus. Des curieux commençaient à affluer dans le village, attirés par l'odeur du sang et du scandale. Sylvain Adhémar confia ses appréhensions. La tournure que prenait son mariage ouvrait la porte à des ragots malsains. Tout le monde connaissait sa famille dans la région. L'imprimerie, fondée au siècle dernier, avait employé plusieurs générations d'Ardéchois et en avait licencié pas mal aussi. C'est dire si le nom d'Adhémar animait des discussions de comptoir pas toujours bienveillantes. François, son père, député de la circonscription, inspirait crainte et envie. Il collectionnait également bon nombre de rancœurs et de jalousies. Vraiment, cette affaire tombait mal. Les deux officiers l'écoutèrent avec politesse, puis, lorsque le fils de l'édile termina, ils le questionnèrent sur ce qui les préoccupait, l'identité de leur suspect. Nathan lui présenta sa tablette et fit défiler les photos qu'il avait sélectionnées. Le rouquin fut vite identifié, ainsi que d'autres hommes pris au hasard. « Lui, c'est Patrick Lechat, le fils de l'académicien, » répondit le jeune marié. Nathan fixa Olivier. Son regard en disait long. S'attaquer au fils d'archevêque n'était jamais chose aisée. « Vous le connaissez bien ?»« Oui, enfin, comme ci, comme ça. Paul-André Lechat est le meilleur ami de mon père. Sans être vraiment des copains, Patrick et moi, nous nous côtoyons depuis notre enfance, essentiellement pendant les vacances. Les Lechat viennent dans leur propriété familiale depuis toujours. » « Où se trouve cette maison ?»« Leur château, vous voulez dire, sur les hauteurs, au col de la Justice. Mais pourquoi me demandez-vous tout ça? Il a fait quelque chose ?» ?»« Non, rien pour l'instant. Notre enquête consiste en grande partie à faire des vérifications. C'est la procédure. Ce garçon est-il marié? Une famille? » ?»« Non, pas à ma connaissance. » « Je sais qu'il est libraire à Paris, dans le 14e arrondissement. Il a repris le commerce de son grand-père. J'ai souvent entendu Paul-André et son père le critiquer, comme quoi c'était un bon à rien. Si vous voulez en apprendre plus, le mieux est d'aller le questionner. Paul-André doit être encore chez lui. Mais dépêchez-vous, je crois qu'il rentre ce soir à Paris. » Nathan attendit que Sylvain Adhémar s'éloigne pour revenir vers son second. « Olivier, tu confirmes qu'on a déjà interrogé les Lechat ?»« Oui. Vernier et Rasto sont passés chez eux en début d'après-midi. J'ai ici leur audition. Paul-André, l'écrivain, a coopéré sans problème. Il repart effectivement à Paris dans la soirée, mais se tient à notre disposition. En revanche, Patrick, le fils, semblait mal à l'aise. Il a assuré ne pas connaître la petite disparue. Étrange, non ? Un interrogatoire s'impose. Prévenons le juge. Nathan se concentra sur ce visage énigmatique. Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, l'individu lui était antipathique. Olivier prit connaissance d'un document que lui tendit un de ses collègues. « Pascal a trouvé une info sur le Tage, annonça-t-il.
Le gardien de la propriété, un certain Alonso Gomez, a déjà été arrêté pour exhibitionnisme. Les faits remontent à quelques années, mais ça vaudrait le coup qu'on y regarde de plus près. On va perquisitionner chez lui. On est sur place. Par faire de même au domicile des Lechat. Il faut se dépêcher, leur limite approche. Ok, j'appelle Marion et Rasto, plus une équipe pour nous aider. Alonso Gomez fut surpris en découvrant Nathan, accompagné de 3 équipiers. En pyjama, il était prêt à s'installer devant le film du dimanche soir. Il ne semblait pas perturbé par l'événement qui s'était produit dans le domaine. Le capitaine Dreyfus pénétra le premier dans la maisonnette collée au grand portail de l'entrée. Il lui signifia qu'une perquisition avait été ordonnée. De mauvaise grâce, le gardien laissa les hommes en uniforme rentrer et s'assit sur une chaise, comme pour montrer qu'il n'avait rien à se reprocher. Cependant, un tic nerveux trahissait une certaine angoisse. Nathan ne le quitta pas des yeux. Les réactions des suspects se révèlent souvent bien plus parlantes que leurs explications. « Vous savez pourquoi on est là, monsieur Gomez ?»« Oui. C'est pour la petite. Je n'y suis pour rien, vous perdez votre temps. » »« C'est ce que l'on va voir. Vous aviez l'air d'aimer ça, les petites filles, dans le passé. Je me trompe ?»« Ah, c'est donc ça. Cette erreur me poursuivra toute ma vie. J'étais jeune, j'étais bête. Je n'ai jamais pu recommencer, je vous jure. » Il transpirait à présent. Le capitaine nota de légers tremblements sur ses mains. Il remarqua une bouteille de whisky qui trônait sur un buffet. « Vous buvez, monsieur Gomez? Un petit verre de temps en temps, pour combler la solitude? »« Oh, un peu, comme tout le monde. »« Et hier soir, vous avez bu comme tous les invités de la soirée, histoire d'être dans l'ambiance? »« Oui, un peu, mais pas plus que ça. » Les gendarmes finirent rapidement le tour du pavillon. Il y régnait un désordre de célibataires, mais aucune trace d'enfants. Ils emballèrent dans un carton un vieil ordinateur plein de poussière. « On vous le rendra après l'avoir disséqué. Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Une fois votre PC entre les mains de nos spécialistes, il sera trop tard. »« Non, y a rien là-dedans. Peut-être un peu de porno, mais rien d'autre, je vous jure. » Nathan fixa son interlocuteur. Ce dernier semblait sincère. Un enquêteur les rejoignit et fit un signe de négation discret à l'attention de son chef. La voiture du gardien n'avait rien révélé de confondant, elle non plus. Nathan n'obtiendrait rien de plus. Son téléphone sonna quand ils allaient quitter la maisonnette. L'équipe envoyée chez les Lechat, sous la direction d'Olivier Apaya, revenait bredouille. Elles n'avaient pas trouvé leur domicile avant l'heure fatidique. Les représentants de la loi devraient attendre le lendemain avant d'intervenir. « Eh bien, vous avez gagné une nuit de planque, les gars, » répondit Nathan, irrité. « Ça fera des économies d'hôtel aux contribuables. Ça vous apprendra à lambiner. Vous me surveillez ce Patrick Lechat, et vous me le cueillez à 6 heures demain matin. Perquise, propriété et véhicule, la totale. Nous, on s'installe chez les collègues. À la brigade de Lamastre, on a un suspect à cuisiner. » Une fois la conversation terminée, Nathan se tourna vers ses subalternes. « Bien. Nous n'avons plus rien à faire ici. Suivez-nous, monsieur Gomez. » Chapitre 2. Lundi 29 août. Disparition inquiétante d'une enfant à Vernoux-en-Vivarais. Samedi soir, une petite innocente de 9 ans, Satine Mallard, a disparu lors d'une fête de mariage. Dès dimanche matin, de gros moyens ont été mis en place par la direction de la gendarmerie nationale, dont un hélicoptère que les habitants du bourg ont entendu sillonner le ciel de la campagne ardéchoise une partie de la journée. La fille des Mallard, un couple de médecins très estimés dans la région, propriétaire de la maison de santé à Saint-Laurent-du-Pape, était toujours introuvable en fin de soirée. La procureure de la République de Privas, Olivia Fortuné, a ouvert une enquête pour disparition inquiétante de personnes mineures, n'excluant pas la piste accidentelle. Le député François Adhémar, qui mariait son fils, s'est refusé à tout commentaire, préférant attendre les premières conclusions. De nombreux notables avaient participé à cette fête donnée au domaine de l'Orangerie, dont Paul-André Lechat,
L'académicien, très connu des autochtones, puisque possédant une demeure familiale depuis plusieurs générations dans la commune. La section de recherche de Grenoble a été dépêchée sur place, sous le commandement du capitaine Dreyfus, qui est resté sourd à nos questions. B. de l'Estrade, correspondant local. Nathan, satisfait, son nom avait été correctement orthographié, referma les pages faits divers du Vercors libre. Il se saisit d'un croissant dans la corbeille pour le tremper avec délectation dans son café. Il avait conscience que son patronyme déclenchait chez les plus anciens de mauvais souvenirs. Aussi prêtait-il attention à tout ce qui pouvait s'écrire sur lui. Il n'aurait pas accepté la moindre remarque touchant à son honneur. Mis à part son nom et son grade, il n'avait rien à voir avec le capitaine Alfred Dreyfus, le héros malheureux de l'affaire politique du même nom. Nathan avait rejoint son hôtel vers 1h du matin, après la première audition d'Alonso Gomez, interrogatoire qui n'avait rien donné. Le suspect connaissait la musique en matière de garde à vue. Il tournait 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Nathan espérait qu'après une nuit en cellule, il se montrerait plus coopératif. Assommé par le manque de sommeil, l'officier se força à avaler quelque chose dans la salle commune. Malgré sa tenue civile, certains clients informés par le gérant de l'établissement l'avaient repéré. L'un d'eux s'adressa à lui sans retenue. « Faut choper celui qui a fait ça, commissaire. Ces mecs ne méritent pas de vivre. S'attaquer à une gamine, vous vous rendez compte ?» Les autres résidents opinèrent du chef, le nez dans leur café. Nathan répondit par un « oui, on l'aura, c'est sûr, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. La maréchaussée veille. » Ou quelque chose comme ça. La confusion avec ses confrères de la police judiciaire ne l'offusquait pas, vu qu'ils exerçaient le même métier. La conversation stoppa net grâce au bip salvateur d'un texto. « Ah, ce brave lieutenant Apaya !» Nathan murmura quelques mots d'excuse et prit connaissance du message. L'interpellation de Patrick Lechat s'était bien déroulée. La perquisition avait commencé, mais pas de trace de Satine dans la propriété de l'illustre académicien. Son fils, leur suspect, dormait paisiblement quand il l'avait tiré du lit, des potrons minés. Olivier le tiendrait au courant sur la suite de l'opération. Nathan sentit la déception le gagner. Où était donc passée cette pauvre gamine ? Une fois le petit déjeuner avalé, il appela sa femme. Il devait faire acte de présence. Chose inhabituelle, elle se montra de bonne humeur. Elle entretint des banalités qui rythment la vie familiale. Ce matin, le sujet porta sur les fournitures scolaires des enfants. La rentrée des classes approchait. Nathan lui promit de rentrer au plus vite pour l'aider. Elle sembla s'en satisfaire. Elle lui demanda même des nouvelles de son enquête. Sarah avait vu la brève au journal de la nuit. « A-t-on parlé de moi ?» interrogea-t-il inquiet. « Non, ils ont juste annoncé qu'une petite fille avait disparu. »« D'accord, préviens-moi si je suis cité aujourd'hui. »« Je le ferai, c'est noté. Fais attention à toi, » lui dit-elle en guise d'au revoir. Le capitaine pénétra dans la gendarmerie, rassuré. Sarah n'avait pas perdu ses moyens. Elle n'avait pas vociféré en pleurant. Le cœur léger, il salua le commandant de la brigade dans laquelle ils avaient élu domicile, dans la bourgade de Lamastre. Ce dernier avait bousculé les habitudes de ses gendarmes sans discuter. Que des fins limiers d'une section de recherche demandent à s'installer dans ses locaux n'était pas chose courante. Il disposa même une cafetière pleine à leur intention. Nathan se versa un café dans un gobelet en carton et rejoignit ses enquêteurs. Les traits fatigués eux aussi, ils lui rendirent compte des auditions de la nuit. Rien de concluant. Le suspect n'avait pas craqué. Le capitaine jeta un coup d'œil aux procès-verbaux. Il ne nota rien d'anormal, aucune contradiction dans ses déclarations. À son tour d'entrer en scène. C'était ce matin ou jamais, pensa-t-il, il devait avancer. Si la télé avait commencé à en parler, sa hiérarchie ne tarderait pas à se manifester. Elle exigerait quelque chose à se mettre sous la dent. Il avait eu raison de prendre de l'avance.
Il pénétra dans la salle d'interrogatoire et fit monter le gardien qui avait été emmené un peu plus tôt en cellule. Malgré quelques heures de repos, la privation de sommeil avait creusé ses traits. De larges poches sombres assombrissaient son regard. Il sentait la transpiration. L'homme fut menotté à un câble d'acier scellé au sol comme un animal. Cela faisait partie du cérémonial. Tout individu traité de la sorte est forcément déstabilisé au point de commettre à un moment ou à un autre une erreur fatale. Gomez était à point. Le capitaine lui servit un café sous les yeux du chef Pascal Vernier, son assistant. Ce dernier réglait la caméra reliée à un ordinateur portable lorsqu'il signifia que tout fonctionnait. Nathan s'installa en face de son client. « Reprenons, monsieur Gomez. Vous vous prénommez Alonso Gomez, vous êtes né le 23 septembre 1968 à Gérone, en Espagne, n'est-ce pas ?» Nathan avait arrêté une tactique d'interrogatoire, saturer le suspect jusqu'à ce qu'il se contredise, faute de mieux. Il attendait surtout les retours des expertises téléphoniques et informatiques. « Que faisiez-vous de minuit à 3 heures du matin ?» Très vite, il eut l'impression de perdre son temps, où Gomez jouait très bien la comédie, où il était totalement en dehors du coup. 1 heure plus tard, il décida de stopper la procédure. Il avait besoin de réfléchir, la déposition des propriétaires du domaine témoignait en faveur du gardien. Ils affirmaient avoir eu recours à lui à 2h15 du matin pour sortir les chariots de poubelle. Nathan passa en revue les photos des invités. Il y en avait déjà des centaines classées par catégorie et autodatées. Sur le parking, la Xantia bleue de Gomez n'avait pas bougé de toute la nuit. Lorsque le bornage des téléphones leur fut communiqué, Nathan en prit connaissance avec avidité. Le numéro d'Alonso apparaissait dans le secteur de la propriété. Le bref appel émanant des propriétaires à 2h13 confirmait leur dire. À 2 minutes près, c'était bien l'heure de sortie des poubelles. Il ne s'était visiblement pas éloigné de là. Un remue-ménage attira son attention. Olivier Apaya montra sa tête débonnaire dans l'embrasure de la porte. « On installe le colis dans une pièce à côté, et il est à toi. Si tu ne vois pas d'inconvénient, on va prendre un peu de repos. On a peu dormi, l'équipe est crevée. » C'est compris. On a réservé quelques chambres à l'Ibis Budget du Pouzin. Marion est avec toi ? Olivier accusa le coup de manière imperceptible, mais qui n'échappa pas à Nathan. « Oui, elle était en planque avec moi dans la voiture. »« Je ne veux pas en savoir plus, Olivier, » lui répond-il en lui faisant un clin d'œil. « Quelque chose d'intéressant dans la perquise ?»« Strictement rien, mis à part que la propriété est sacrément belle. Tu as visionné les photos que je t'ai envoyées ? » ?»« Non, pas encore. Je suis en train de trier un peu les informations que je reçois. Et sa bagnole ? » Les TIC ont fait des prélèvements. On attend les résultats. Il y avait pas mal de bouquins d'enfants dans le coffre, ce qui confirme ce que nous a dit la baby-sitter. Ok, merci Olivier. J'essaierai de rentrer chez moi ce soir. Sarah, tu comprends ? Oui, il n'y a pas de problème. Je prendrai la relève. Nathan continua son étude. Faire mijoter son client faisait partie du processus de déstabilisation. Il devait choisir soigneusement ses cartes avant de commencer la première audition, ne pas dévoiler tout son jeu dès le premier jour. Chapitre 3. Patrick Lechat n'avait jamais été inscrit dans le fichier des antécédents judiciaires. Contrairement à Gomez, il bénéficiait d'un casier vierge. Sur le listing téléphonique, il était noté qu'il avait reçu un appel à 2h24, appel qui avait duré 1 minute 30. D'après ses premières déclarations, il stipulait qu'il avait quitté les lieux vers 2h30. Nathan ordonna au spécialiste informatique de la brigade de se pencher immédiatement sur son ordinateur portable. « Je vais faire de mon mieux, mon capitaine. Je ne vous promets rien. Certains fichiers peuvent demander plus de temps. » Il appela la procureure pour réquisitionner la section de recherche de Paris. Une perquisition au domicile du libraire pourrait révéler des choses intéressantes sur sa personnalité. Nathan voulait récupérer tout le matériel informatique du suspect. Les ordinateurs renfermaient une mine de renseignements inestimables pour qui cherchait à cerner la vie cachée d'un individu.
La gendarmerie possédait des techniciens spécialisés qui faisaient des miracles. Plus aucune cachette de silice ne dissimulait de secret, aujourd'hui. La seule solution pour qui souhaitait voir disparaître des documents compromettants consistait à jeter son disque dur au fond d'un lac. Et encore, avec l'aide des fournisseurs d'accès Internet, les enquêteurs pouvaient également connaître l'historique de toutes les pages consultées. Nathan prit connaissance des photos envoyées par Apaya. La résidence des Lechat, une somptueuse demeure familiale du XIXe siècle, était entourée d'un parc au centre duquel trônait un plan d'eau. Des plongeurs avaient déjà sondé l'étang, sans résultat. L'équipe cynophile n'avait rien révélé d'anormal. Rien n'était laissé au hasard. Le chef reconnut là la rigueur de son second. Nathan rejoignit ensuite Pascal Vernier, qui mettait une touche finale à l'installation d'enregistrement. Patrick Lechat se tenait assis devant sa table, le dos voûté, la main gauche reliée au même anneau que son prédécesseur. Nathan remarqua immédiatement le regard fuyant de l'homme. Sa chevelure d'un roux fade avait besoin d'une bonne coupe. Des mèches longues et grasses lui tombaient dans le cou. Un shampoing n'aurait pas été superflu. Ses yeux rapprochés d'un bleu quelconque semblaient quémander une explication. « Je suis le capitaine Dreyfus, le directeur d'enquête. Monsieur Lechat, je vous signifie votre garde à vue dans le cadre de la disparition de la petite Satine Mallard, dans la nuit de samedi à dimanche. Il est 11h30. Avez-vous quelque chose à déclarer ? » Non, je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Eh bien, nous allons essayer de tirer ça au clair. Mais avant de commencer, sachez que cette audition est filmée. L'enquêteur pointa du doigt la caméra miniature posée sur le bureau. Avez-vous besoin d'un médecin, d'un avocat ? Souhaitez-vous prévenir une personne de votre entourage ? Poursuivit-il de façon mécanique. Il répondait aux nouvelles règles de l'exécutif. Non, je n'ai rien à me reprocher. Cela va-t-il durer longtemps ? Cela dépendra de vous et de vos réponses. Je dois rentrer aujourd'hui à Paris, je dois ouvrir ma boutique demain. Vous risquez d'avoir un peu de retard. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous remplacer ? Oui, mon vendeur, il a les clés du magasin. Nathan distingua une fine pellicule brillante sur le visage de son suspect. S'inquiéterait-il ? La chaleur était loin d'avoir atteint son paroxysme. Vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Lechat Patrick Raymond, né le 12 novembre 1984 à Valence. Identité de vos parents. Mon père, Paul-André Lechat, le célèbre écrivain, l'académicien, vous connaissez ? Qui ne le connaît pas ? Poursuivez. Ma mère, Christiane Soubéran, décédée. La prise des renseignements d'état civil dura quelques minutes. Nathan possédait déjà la plupart de ces informations. Mais c'était une entrée en matière incontournable à une première audition. Patrick Lechat confirma sa situation de célibataire, sans enfant. Rien d'étonnant, pensa Nathan. Il prenait le chemin de finir vieux garçon. La nature pouvait se montrer cruelle. Autant le géniteur du suspect était beau et charismatique que le fils affichait tout son contraire. Un peu comme le négatif d'une même photo. La seule forme brillante de sa personne s'exhalait des pores de sa peau, ce qui lui donnait un aspect pour le moins repoussant. « À quelle heure avez-vous quitté les lieux, monsieur Lechat ? » Vers 2h30, à quelque chose près. Je n'ai pas vraiment regardé ma montre. Et vous êtes rentré directement chez vous, dans votre propriété familiale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quelqu'un peut-il en attester ? Non, mon père était encore à la fête. Je lui ai indiqué que je partais et il n'y avait personne d'autre à la maison. Pourra-t-il le confirmer ? Lechat eut un sourire moqueur. J'espère. Lorsque je l'ai interpellé, la star était en pleine discussion avec une jeune dame. Dans cette configuration, je suis transparent. Mais j'ai l'habitude. Posez-lui la question tout de même. Qui sait si un éclair d'empathie envers son fils ne l'aurait pas traversé ? Vous n'êtes pas tendre avec lui. Il ne l'a jamais été envers moi. Le libraire avait les yeux dans le lointain. Nathan y nota un certain éclat de rancœur. Pourquoi êtes-vous rentré si tôt ? J'étais fatigué, et puis, je ne suis pas grand fan des soirées dansantes. Vous préférez peut-être les goûters d'enfants ?
Un silence gêné s'installa. Le chat croisa les bras sur sa poitrine dans un cliquetis métallique. « Allons, Patrick, » poursuivit Nathan d'un ton qui se voulut conciliant. « Il n'y a pas de mal à aimer la compagnie des enfants. Expliquez-nous un peu ce qui vous a conduit dans la salle de jeu le soir de la fête. » J'en étais sûr. Cette petite pute de baby-sitter n'a pas pu s'empêcher de déblatérer sur mon compte. Vous m'avez arrêté parce que je me suis occupé des mômes, c'est ça? Vous êtes perspicace, je vous écoute. Alors vous n'avez pas grand-chose à me reprocher. Le suspect attrapa son gobelet et but une longue rasade, masquant à peine une réflexion intense. J'avais des livres pour eux, des invendus. Je possède une belle librairie spécialisée en littérature jeunesse. Je milite dans une association pour faire découvrir la lecture aux enfants. C'est mon rôle de libraire. Il n'y a pas que mon père à œuvrer sur la planète littéraire. De nombreuses mains anonymes travaillent quotidiennement pour la transmission de la culture française. Je suis assez connu moi aussi à Paris, vous savez? Je n'en doute pas, monsieur le chat. Votre famille est plutôt célèbre. Oui, mais moi, je suis une référence dans mon domaine. Tout le monde pourra vous le dire. J'ai un des plus grands stocks jeunesse de Paris. Racontez-moi ce que vous avez fait avec les enfants lors de la soirée. Je n'ai pas fait ni plus ni moins que ce que je fais dans ma boutique avec eux. Je discute, je partage, j'échange autour des livres. Il n'y a rien de répréhensible à ça que je sache. Nathan regarda son collègue qui prenait des notes et contrôlait le bon fonctionnement de l'enregistrement. Son regard en dit long. Il changea de sujet. Le chat avait réponse à tout. Qui vous a appelé dans la nuit à 2h24 ? Un silence trahit la surprise de l'individu. Oh, ça, c'était une erreur. 1 minute 30 tout de même. C'était un quiproquo amusant. J'ai cru que c'était Daniel Ferrand, un copain présent lui aussi à la fête, qui me faisait une blague. J'ai joué le jeu jusqu'à m'apercevoir qu'il n'en était rien, que mon interlocuteur s'était vraiment trompé de numéro. Admettons. Vous avez une amie, Patrick, une chérie, une amoureuse? Non. Êtes-vous homosexuel? Questionna Vernier d'un ton peu amène. Pourquoi me demandez-vous ça? Et vous, vous êtes pédé? Vociféra le chat en s'agitant sur son siège. Il fixa le second enquêteur d'un air de défiance. On se calme. Dans ces lieux, ce sont les gendarmes qui posent les questions. Répondez à mon collègue, poursuivit Nathan. Le chat ravala sa rancœur avec difficulté. Sa bouche tremblait comme si elle réprimait la prononciation de certains mots. Un trait de salive répugnant s'échappait de la commissure de ses lèvres. Il s'essuya avec le pan de sa chemise, découvrant la peau flasque de son abdomen. « Si vous regardez mon téléphone, il y a une photo de moi et de mon ex, une mannequin russe, Vladimira Gorbatchova. »« Votre ex ? » ?»« Oui, cela n'a pas marché. Elle voulait se marier, pas moi. »« Où l'avez-vous rencontrée ? » ?»« Dans une soirée chez Castel, un club chic du 6e arrondissement. » Le chef Vernier ne put réfréner un sourire en voyant la photo de la jeune femme. Une vraie bombe sexuelle. Le kidam ne correspondait vraiment pas à un playboy des nuits parisiennes. Il enregistra le cliché dans l'ordinateur. Il garda son sérieux et poursuivit. « Vous ne souhaitez pas fonder une famille, vous qui aimez tant les enfants ? » ?»« Si, mais j'attends la bonne personne. » Nathan lui tendit une photo de Satine. « Vous vous souvenez d'elle ? » ?»« Oui, c'est la petite fille qui a disparu. Elle et sa sœur étaient adorables, des gamines dégourdies qui avaient lu beaucoup de livres. Elles étaient heureuses de partager leurs connaissances avec les autres. » « Pourquoi parlez-vous d'elle au passé ? » ?»« J'utilise l'imparfait parce que c'est le temps adéquat de la langue française pour un cas semblable. N'en tirez pas de conclusion hâtive. Je présume en rien de l'état physique de cette petite. C'est vrai, vous êtes flic. Les singularités de la conjugaison ne doivent être qu'un lointain souvenir scolaire. » Un silence glacé s'installa. Les deux gendarmes se regardèrent. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Leurs suspects se foutaient de leur gueule. Le premier à réagir, Pascal, se leva d'un coup et se précipita sur le chat. « Tu te prends pour qui ? » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.